Bienvenue, on va plonger aujourd'hui dans la vie secrète des groupes. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe fonctionne du tonnerre ou au contraire qu'un projet tourne au vinaigre? Eh bien, on va décortiquer ensemble cette mécanique invisible qui change absolument tout. On l'a tous vécu, pas vrai? D'un côté, l'équipe de rêve où tout est simple, fluide, presque magique, et de l'autre, le cauchemar absolu où chaque petite tâche devient une montagne. Mais pourquoi cette différence? C'est ça la question. La réponse, elle se trouve dans ce qu'on appelle la dynamique de groupe, et on va voir que ces règles sont bien plus précises qu'on l'imagine. Alors, la première chose à comprendre, et c'est vraiment la base de tout, un groupe, ce n'est pas juste un tas de gens au même endroit. Non, c'est un système, une sorte d'organisme vivant avec sa propre énergie, ses propres codes. Et qu'est-ce qui fait un système? On peut dire qu'il y a 3 piliers. Le premier, c'est l'interaction, forcément. Ensuite, il faut un objectif commun. Sans ça, le bateau n'a pas de destination. Et enfin, le plus important peut-être, l'interdépendance. C'est cette petite voix qui nous dit qu'on est tous dans la même galère, que la réussite de l'un dépend de la réussite des autres. Et cette idée, ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est Kurt Lewin, un peu le grand-père de la psychologie sociale, qui l'a formulée. Pour lui, un groupe n'est jamais statique, jamais figé. Il respire, il évolue, il réagit. C'est un organisme en mouvement permanent. Quand on met les deux côte à côte, la différence saute aux yeux. À gauche, vous avez des gens dans une file d'attente. Ils sont là, mais c'est tout. À droite, vous avez une vraie équipe. Ils se parlent, ils ont un but, et chaque membre est une pièce essentielle du puzzle. Ça n'a juste rien à voir. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que ce système, cet organisme, il ne naît pas adulte. Il a un cycle de vie, un parcours presque initiatique que la plupart des groupes suivent sans même s'en rendre compte. Ce parcours, c'est Bruce Tuckman qui l'a super bien modélisé. Pensez-y comme aux 4 saisons d'un projet. Tout commence avec la formation, le printemps. Tout le monde est poli, on s'observe. Puis arrive l'été, la phase de conflit. C'est inévitable, les personnalités s'affrontent, les tensions montent. Si le groupe survit à ça, il entre dans l'automne de l'organisation, où les choses se calment et les règles du jeu sont acceptées. Et enfin, si tout va bien, vient l'hiver de la performance, là où l'équipe tourne à plein régime. Et là, attention, c'est peut-être le point le plus important de tous. Cette fameuse phase de conflit, ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est le moment où le groupe se teste, se solidifie. C'est là qu'on confronte les points de vue pour construire quelque chose de vraiment robuste. Un groupe qui ne connaît jamais de conflit est souvent un groupe qui n'ose rien. D'accord, mais alors comment on fait pour bien traverser ces étapes? C'est là qu'intervient le manager, l'enseignant, le leader. Son rôle, c'est un peu celui d'un architecte qui doit à la fois dessiner les plans et suivre le chantier. Et ce rôle d'architecte, il se joue en 2 actes. D'abord, il y a la préparation, en coulisses. Réfléchir à qui mettre avec qui, donner des règles du jeu hyper claires, préparer l'espace. C'est la moitié du boulot. Et ensuite, une fois que tout le monde est là, c'est l'animation. Il faut observer, relancer la discussion, s'assurer que tout le monde participe. Et parfois, oui, jouer un peu les arbitres pour que ça reste constructif. Mais bon, un architecte n'est rien sans son équipe. Et dans un groupe, chaque personne, qu'elle le veuille ou non, va finir par endosser un rôle bien particulier. C'est presque comme au théâtre. Alors, qui on trouve dans cette distribution? Souvent, on a le perfectionniste. C'est la personne qui va traquer la moindre virgule mal placée. C'est une force incroyable pour la qualité, mais ça peut aussi tout ralentir. Le truc, c'est de lui donner un cadre pour qu'il ne se perde pas dans les détails. Juste à côté, il y a le bavard. C'est le moteur social du groupe. Il met de l'huile dans les rouages, il détend l'atmosphère. Indispensable. Le petit risque, c'est qu'il prenne toute la place. Le rôle du leader, c'est de s'assurer de gentiment redistribuer la parole. Ah, et puis il y a celui qui fait grincer des dents, l'agitateur. C'est celui qui va dire « Eh, pourquoi on fait comme ça ?» Il peut être épuisant, c'est vrai. Mais en réalité, c'est une soupape de sécurité. C'est grâce à lui que le groupe évite de foncer tête baissée dans un mur. À l'exact opposé, on a le timide. On ne l'entend pas beaucoup, mais il voit tout, il analyse tout. Et quand il parle, c'est souvent pour dire quelque chose de très pertinent. Tout le défi est de créer une ambiance où il osera prendre la parole. Et pour orchestrer tout ça, il y a le chef de file. Parfois il est nommé, parfois il s'impose naturellement. C'est lui qui donne le rythme. Son plus grand challenge? Ne pas écraser les autres et savoir utiliser le talent de chaque profil, même celui d'agitateur. Bon, on a vu le système, le voyage en 4 étapes, les différents rôles. Alors, au final, c'est quoi le secret pour qu'un groupe fonctionne vraiment? En fait, la formule du succès, c'est pas tant une recette qu'une prise de conscience. C'est de comprendre que le groupe est un système vivant. C'est d'accepter de naviguer son voyage, y compris la phase de tempête. Et enfin, c'est de savoir reconnaître et faire jouer ensemble toutes les personnes qui le composent. Alors la prochaine fois qu'on sera dans une réunion ou qu'on montera un projet entre amis, ce sera peut-être intéressant de regarder les choses avec ces nouvelles lunettes. On pourra peut-être deviner à quelle étape du voyage on se trouve, reconnaître les personnages qui se dessinent et voir ce système complexe s'animer sous nos yeux. Et la vraie question deviendra, quel rôle est-on en train de jouer, nous, dans tout ça ?